C'est un grand ami, d'abord parce que nous sommes à peu près de la même génération, à quelques années près, et parce que nos destins se sont croisés, recroisés, perdus de vue, retrouvés, ce qui fait que moi je le connais à peu près depuis un demi-siècle. Je me souviens de nos premières rencontres, c'était dans le Proche-Orient, en tant qu'épisodienne. Moi je travaillais comme jeune journaliste, quand j'ai été journaliste, oui, voilà. Avant d'être au barreau, d'être dans la politique. J'écrivais dans l'agence économique et financière dénommée l'AGFI, qui appartenait au frère Bolla, qui était un journal économique et financier, qui travaillait essentiellement pour la bourse. Et un jour, André Bollac m'a demandé d'aller faire des reportages dans le Proche-Orient. On doit croiser Louis Delmas. Je m'en souviens bien, puisque c'était un peu comme si c'était hier. J'avais 17 ans, exactement. C'est en 1959. À 16 ans, j'avais quitté la ferme de mes parents et j'avais travaillé comme apprenti chez un photographe, Louis Foucherand, et ce photographe, Louis Foucherand, s'était associé en 59 avec Louis Delmas pour des choses comme ça, des publi-reportages et tout. Et du coup, moi j'étais un peu introduit comme ça, un peu clandestinement, dans l'agence Delmas, qui était une très célèbre agence, qui était une agence de photos, mais magazine. Oui, Delmas et moi-même, nous sommes rencontrés tard dans notre vie. C'était en 1996. Balkan Info, on était à son 3e ou 4e numéro. Il en compte 187 maintenant. C'était notre première rencontre, mais en fait, on se connaissait indirectement depuis longtemps. On connaissait sa réputation de bel homme, séducteur, très doué, talentueux. Il avait épaté le monde de la presse en 1949, je pense, 49-50, lorsqu'il avait interviewé Tito pour François. C'était une interview exclusive. C'était la première fois, en langue française en tout cas, que quelqu'un a interviewé le résistant à Staline. À l'époque, Le désordre et la patience, c'était un ouvrage qui était peut-être le cri de l'indigné avant l'heure. Et ensuite, il a publié La pensée asphyxiée un peu plus tard, mais que j'ai beaucoup aimé parce que il dénonçait toutes sortes de choses qui nous énervent régulièrement sur le monde de la politique, sur les médias, sur l'apathie générale d'un pays qui ne connaît pas sa richesse. J'ai eu des rapports relativement tardifs avec Delmas, dans la mesure où ma famille, je suis lyonnais, ma famille vit sur Lyon, et j'ai commencé à entretenir des rapports vraiment privilégiés avec lui de par son journal, et le fait que j'ai trouvé vraiment trop dommage de ne pas le voir, donc j'ai pris un train pour Paris et puis je me suis décidé à enfin voir le personnage qui est mon grand-père. Et puis à partir de là, on a entretenu des liens. Et son journal m'a permis moi de m'exprimer au niveau de la recherche que j'effectue sur la Chine, mais aussi d'avoir un échange privilégié avec lui. Il m'accueille très chaleureusement à Paris à chaque fois que je viens et je ne manque jamais de passer le voir lors de mes séjours à Paris. D'accord. Et que vous inspire son parcours? Alors pour moi, c'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est sa longévité. C'est quelqu'un de vif, de dynamique, qui a fait énormément de choses dans sa vie, les plus variées possibles. Et ce qui me touche le plus, parce que je me reconnais un peu en lui à ce niveau-là, c'est l'échange intellectuel que l'on peut avoir tous les deux. Parce que c'est quelqu'un de très ouvert, très intelligent, qui a une culture très impressionnante, et il fait partie d'un de mes modèles à ce niveau-là. Nous nous sommes rencontrés par une amie 1966, et puis c'était déjà, cette année elle était déjà remis ménage avec la jeunesse, les protestations, donc très vite est arrivé 1968, nous avons fait ensemble le 68. Pour moi c'était une tout à fait nouvelle chose de voir tous ces gens sortir dans les rues, etc. Je suis allée à la Sorbonne, je suis allée aux Champs-Élysées sans savoir encore de quoi il s'agit, etc. Et tout de suite après 68, nous avons eu
une idée, puisque ça a été aussi pour la libération sexuelle, pas seulement de la femme, mais la libération de pensée libre sur la sexualité et d'autres choses aussi. Et nous avons eu une idée d'ouvrir une sex shop. Dans ce sex shop, lui était le principal organisateur et moi j'ai tenu ce magasin-là et qui m'a permis de connaître toute une galerie de gens différentes, avec différents goûts, exceptionnellement différents goûts, très fidèles et timides de venir se confesser, oui. Et comme ça, à la fin de cette période-là, j'ai fait un livre qui s'appelait La confession des vendeuses de sex shop, que plus tard, on a réédité ce livre comme le Sex Shop Blues, et je l'ai remanié un petit peu parce que j'avais une autre vue sur ça, ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'étais plus détachée, et quand on est détaché de quelque chose qui vous regarde, vous racontez mieux l'histoire. Ah bah dis donc, on est synchro, hein. Ah, quelle synchronisation, dis donc. Ça va? Ouais. Bon alors c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que tu décides de parler, c'est ça? Ah oui. Ah, super. Bon, ben je suis prête. Alors dis-moi Damas, pourquoi tu as décidé de te dévoiler aujourd'hui? Écoute, c'est très simple. On fait partie de la même famille, puisque tu as eu la mauvaise idée d'épouser mon cousin américain. Donc, tu fais partie de la famille et tu es une personne en qui j'ai une absolue confiance. En plus de ça, une excellente technicienne. Donc, tout est réuni pour que ça marche bien. Voilà. Dalmas. Alors Dalmas, c'est le nom de l'agence, mais est-ce que c'est réellement ton nom, Louis Dalmas? C'est pas mon nom complet. Ah. Mon nom complet, c'est Dalmas de Polignac. Bon, le nom de Polignac est un nom enfin le nom d'une famille, si tu veux, dont certains membres ont joué un rôle dans l'histoire de France. Et donc c'est un nom qui est connu d'un certain nombre de gens, peut-être pas du grand public, si tu veux, mais d'un certain nombre de gens. Et quand tu portes un nom comme celui-là, les gens te jugent sur le nom. Tu as une partie des gens qui réagissent par snobisme et qui considèrent que c'est un grand nom aristocratique d'une vieille famille française, etc. Donc il faut se mettre stupidement à genoux. Bon, et puis d'autres gens qui n'aiment pas l'aristocratie pour des raisons d'opinion, de politique ou n'importe quoi, et qui te considèrent comme une merde parce que tu portes ce nom-là. Bon, je ne voulais pas être jugé sur le nom, je voulais être jugé sur ce que je dis et ce que je fais dans la vie. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours vécu sous le nom de Louis Dalmas. Dalmas, pour te situer un peu, tu es né à Paris et tu as grandi en province. Alors, je suis né à Paris d'un père français et d'une mère américaine, puisque mon père avait été chercher sa femme aux États-Unis. Ma famille était installée à Reims, dans un espèce de grand manoir qui s'appelait le château des Crayères. J'ai passé mon enfance chez les Jésuites, un horrible souvenir. Et puis voilà, j'ai passé une enfance dans une famille bourgeoise, avec beaucoup de mondanité qui ont fini par m'écœurer, si tu veux, mais par être peu acceptable, ce qui fait que j'ai foutu le camp de la famille quand j'avais 16 ans. Étant partie de la famille, j'ai trouvé que la solution à mes problèmes, c'était de devenir militaire et de participer un peu à la guerre. Et je me suis engagé volontaire dans l'aviation. On m'a proposé dès le début un choix, comme j'étais engagé volontaire, je pouvais choisir moi-même, soit de suivre la filière pour devenir officier, soit de suivre la filière pour devenir pilote, mais en partant de la base. Bon, bien entendu, j'ai choisi de devenir pilote parce que je me foutais complètement d'être officier. Et j'ai passé mes 2 brevets de pilote militaire, d'abord à Dax, ensuite à Tarbes, ensuite à Angers. Et donc je suis breveté pilote militaire.